Imaginez 2 secondes. Vous venez au monde et vous grandissez dans un corps qui ne correspond pas à qui vous êtes, à qui vous savez être. Votre apparence renvoie aux autres une image sociale que vous devez tenir, mais au fond de vous, vous êtes tout l'inverse. Alors vous tentez d'accepter, mais vous ne pouvez pas vous résigner. Vous tentez de lutter, mais au fond de vous, vous souffrez. Ensemble, je vous propose de découvrir comment Roxane est devenue qui elle est. Née dans un corps de garçon, elle a très vite compris qu'il fallait d'abord construire sa vie pour pouvoir faire ses propres choix et devenir la femme accomplie, personnellement et professionnellement qu'elle est aujourd'hui. Bonjour Roxane. Bonjour. J'espère que tu stresses pas trop. Un petit peu quand même. Un petit peu. J'avoue un petit peu. J'ai pas de secret par rapport à ça, je l'assume très bien, j'ai pas de problème avec cette vie que j'ai eue. J'ai eu la chance d'avoir 2 vies, voilà. Je te propose de nous présenter le premier objet qui matérialise quelque part ton enfance. Donc j'ai ramené un tutu parce que voilà, il est presque d'origine, hein, il doit avoir une quarantaine d'années, donc il est un peu fatigué maintenant. Donc la danse que j'ai fait pendant 15 ans, après un peu plus de 15 ans. Parce que la danse, tu commences à 4 ans, Roxane, Oui. et c'est quelque part le premier univers dit féminin. Relativement que tu féminin. découvres. Relativement féminin déjà à mon époque, mais ça l'est toujours un peu aujourd'hui, hein. Il y a très peu de garçons, on va le dire comme ça, qui accèdent à ces fonctions de danseur. Voilà, en fait, c'est un peu fermé. J'étais un petit bout de chou, blonde, enfin blond, voilà, on peut le dire au masculin, puisqu'à l'époque j'étais soi-disant sur mon extrait de naissance un garçon. Voilà. Et en parallèle, vers 10 ans à peu près, j'ai fait de la gymnastique acrobatique, aux agrès acrobatiques, avec certains accès qui m'étaient refusés, comme la poutre par exemple, parce que c'était réservé exclusivement aux filles. Et moi je voulais faire de la poutre, voilà. Rapidement, ma mère m'a trouvé plusieurs fois avec ses robes, avec ses chaussures, même si je nageais dedans, avec du rouge à lèvres. Alors on peut dire que tous les enfants ont peut-être un peu expérimenté ça. Pour moi, c'était profond dans ce reflet de miroir. J'étais peut-être plus attirée par ça, en tout cas. Mais je précise bien que je n'avais pas ce repère d'être un garçon ou une fille. Dans la petite enfance, comment c'était accepté, comment c'était vu par maman, par papa, par tes parents? Ça leur posait pas particulièrement de problème. Je pense que la liberté, dans les années 70, on était assez... mes parents sortaient, enfin voilà, il y avait un cabaret, enfin une boîte discothèque qui est en face de chez nous. Mes parents, ma mère avait 18-20 ans, enfin elle avait 18 ans quand je suis né, donc elle était jeune, elle faisait une école d'infirmière, elle m'emmenait faire la fête en face, voir les transformistes déjà. Et comment ce côté féminin que tu développais était pris par la figure paternelle, pardon, par ton papa? Mon beau-père, c'est mon beau-père qui m'a élevé, j'avais 3 ans, mais il n'a jamais posé de barrière non plus, il a jamais, ma mère l'a jamais laissé s'imposer comme un véritable père. J'avais un père, j'en ai toujours entendu parler, il m'avait abandonné quand j'avais 3 mois, je savais que j'avais un père, voilà. Est-ce que tu souffrais de ce manque de figure paternelle d'un tout. père biologique? Pas du tout. Est-ce que tu l'as déjà revu, ton père? Je l'ai revu quand j'avais une première fois 11 ans avec ma mère, il était en Italie, alors qu'il avait disparu depuis 11 ans. On n'avait jamais eu de nouvelles, puis un jour on a eu un coup de fil. Et je pense que ma mère avait eu une très belle histoire d'amour avec lui, et elle a voulu m'emmener parce qu'elle m'a jamais caché que j'avais eu un père. Enfin voilà, mon père était mon père. Elle en faisait même de très belles éloges. Et ça, par contre, ça m'a marqué plus que ce corps, en fait. Qu'est-ce qui t'a plus marqué que ton corps? Eh bien, le fait que mon père ne m'ait jamais aimé, en fait, n'ait jamais su que j'existais, même si j'étais près de lui à 1 mètre, à 50 centimètres. Et du coup, l'année d'après, j'y suis retournée toute seule. Ma mère m'a mise dans l'avion, je suis arrivée là-bas. C'est sa femme qui est venue me chercher à l'aéroport. Et il y a eu 15 jours de vacances où il ne m'a pas décroché un mot. J'ai vraiment pas du tout existé. Et puis un soir, parce qu'il était, je pense, saoul, il s'était disputé avec sa femme, voilà. Et en fait, il est venu dans ma chambre et en fait, il a abusé de moi sans... Enfin, abusé de moi, oui, il a abusé de moi
Il a abusé de ma faiblesse d'enfant, ma faiblesse de peut-être même de mon amour pour lui. Je voulais qu'il m'aime, donc j'ai fait sacrifice, en fait. Quand tu parles de sacrifice, tu parles de quoi? De... Je peux pas le dire. J'arriverai pas à le dire. C'est douloureux, encore aujourd'hui? Un peu, ouais. Même beaucoup. D'accord. Mon père, je pense que j'étais attirée par lui parce que je voulais qu'il m'aime, donc... C'est le complexe d'Oedipe? C'est ce qu'on c'est appelle le ça. complexe d'Oedipe? C'est ça, j'ai voulu qu'il m'aime, en fait, et je me suis dit peut-être, enfin, je me suis dit, j'ai laissé faire les choses en me disant que c'était peut-être normal et que c'était peut-être comme ça qu'on aimait les enfants. Tu parles d'attouchement? Je parle d'attouchement, oui. D'attouchement sexuel? Oui, D'accord. oui, oui. Longtemps, quelques années après, en fait, la culpabilité s'est installée parce que j'ai compris que c'était mal à ce moment-là. Et je suis rentré en conflit avec mes parents parce que c'est la première chose que j'ai dite. Du reste, quand je me suis sacrifié à mon père, le lendemain, enfin 2 jours après, je suis reparti en France et il m'a même pas dit au revoir, il m'a laissé. Je n'ai vraiment jamais existé. C'est horrible. C'est horrible. Donc le sacrifice que j'avais fait n'avait rien changé. C'était comme si, j'étais rien à lui. Alors que je demandais juste qu'il m'aime, tu vois. Et pour le coup, quand quelques années après, 3-4 ans après, en fait, j'ai commencé à comprendre que c'était ma faute, que c'était peut-être moi. Parce Tu que pensais que tu étais coupable? j'ai été coupable, oui. Très longtemps dans ma vie, j'ai Coupable de pensé. quoi? Qu'un De père fasse l'avoir des poussé à avoir attouchements fait. sur son enfant? Mais en fait, si tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. Mais Je ne juge pas, oui, attention, oui, hein. mais tu peux pas. En fait, dans tes yeux d'enfant, tu peux pas te rendre compte que c'est bien ou que c'est mal. Mais tu te dis, si c'est en arrivé là, c'est ta faute. C'est toi qui as peut-être fait quelque chose, tu n'as pas dit non, en fait. Tu culpabilises de ne pas avoir dit non. Quand tu es adulte, tu sais dire non. Mais quand tu es enfant, tu ne sais pas dire non. Donc, quand tu prends conscience du bien et du mal, euh, ce non que tu n'as pas pu dire à ce moment-là, il te pourrit la vie. Longtemps, j'ai revécu ces scènes dans ma tête. J'ai commencé vraiment à mal le vivre, très mal le vivre. Je suis rentré en conflit avec mes parents. Donc en plus, mes parents sont partis à l'étranger parce que ma mère et mon beau-père, parce qu'ils travaillaient à l'étranger. Donc moi, je me suis retrouvé abandonné à l'âge de 16 ans. Cette culpabilité de me dire que avec mon père, qu'est-ce que j'ai fait? À 16 ans, tu rentres dans la vie active. Quel objet caractérise cette période? Eh bien justement, j'ai mis le nœud papillon. J'ai amené un nœud papillon parce que je trouvais qu'il signifiait le passage un peu à l'âge adulte, le passage... l'espèce de passage peut-être masculin où on commençait à me demander l'identité. Oui, parce que tu fais des études, tu es en apprentissage en hôtellerie, C'est tu ça, portes le costume, le nœud papillon, et on commence à t'appeler monsieur. c'est ça. Toi qui pensais que tu étais une fille. Moi qui ai longtemps pensé que j'étais une fille, ou en tout cas qui ne me suis pas posé cette question vraiment fondamentale parce que j'étais une enfant. Pour moi, euh, peut-être asexuée, enfin, À cet âge-là, ça te vexait quand on t'appelait monsieur? ça me vexait, non, ça me dérangeait peut-être plus. Ça me dérangeait peut-être plus. Et en fait, ce nœud papillon représente un peu ça, ce passage à l'adulte, ce côté masculin. Mais derrière ce papillon, il y avait ce cocon qui était en train de se fabriquer, en fait, dans ma tête déjà. Cette période d'apprentissage en hôtellerie, tu l'as vécue comment? Tu étais confronté au regard des autres, tu étais avec d'autres élèves aussi en apprentissage. De quelle façon est-ce que tu étais vu, regardé? Bah, j'étais pas une serveuse, hein, j'étais un serveur, voilà. Et j'étais tellement pas bien dans ma peau, tellement pas bien, parce qu'on me disait que j'étais un garçon, que je prends conscience que je suis pas un garçon. Enfin, non, pourquoi vous voulez que je sois un garçon alors que je suis pas dans ma tête un garçon? Je suis pas, c'est pas possible. Tu la joues comment cette partition? Ah, je la joue comme un chat écorché. Je rentre en guerre avec tout le monde. Je crie ma douleur que personne n'entend. J'ai crié longtemps cette douleur. Je la crie au monde entier, mais personne ne la voit. Ça passait comme quoi? Comme une crise d'adolescence? C'est ça, comme une crise d'adolescence, une crise existentielle, une crise d'enfant capricieux, une crise. Mais j'étais. Je me souviens, en fait, j'ai fait même
presque 3 tentatives de suite, parce que je me souviens qu'avant que mes parents partent, donc moi après je suis allé les voir, voilà, mais je me souviens, quelques temps avant qu'ils partent, j'ai piqué une crise, et je me souviens cette image d'être sur mon lit, debout, en train d'hurler après ma mère, et j'avais un couteau qui était sur mon ventre, prêt à être enfoncé. Parce que je criais toute cette douleur déjà, tu vois, j'étais perdu, parce que j'avais pas conscience que bah, je pouvais pas être moi, et que je voulais être moi. Que ce corps, enfin voilà, je prenais conscience que c'était un corps de garçon petit à petit, qu'on m'imposait, cette identité de garçon qu'on m'imposait. Tout ça, voilà, j'en voulais pas. Honnêtement, j'en voulais pas. Jusqu'à tes 17 ans. Je retourne dans cette discothèque où j'avais été plus petite. Et du coup, j'ai eu un artiste qui s'est intéressé à moi, qui connaissait très bien ma mère. À 17 ans, cet artiste m'attrape, me maquille, me met une robe en paillettes et me dit, toi, tu feras du spectacle. Peut-être plus, mais tu feras du spectacle. Je me suis vu dans le miroir, je me suis dit, enfin, une identité qui me correspondait à mon esprit. Et très rapidement derrière, j'ai eu la chance de voir un jour arriver la première fille transformée. La première transsexuelle. La première Que transsexuelle. tu vois de ta vie. Première femme, d'origine transsexuelle, mais première femme. Et là, parce que tout le monde le disait, enfin voilà, tout le monde, Kim Harlow, voilà, c'était une merveille. D'une gentillesse incroyable, déjà d'une, et puis artistiquement incroyable, et puis une bombe. Pourquoi est-ce que tu dis première femme d'origine transsexuelle? Je me permets. Parce qu'on ça rassure les gens de mettre un terme de mettre un mot en tout cas. Parce que bien évidemment, quand on a été jusqu'au bout d'une transition, on est une femme, rien d'autre. Tu me permets d'aborder l'aspect technique pour qu'on tente de comprendre, justement pour ne pas faire d'amalgame. Parce que je sais que ça te tient à cœur. Oui. Quelles sont les différences entre un transformiste, une drag queen, un travesti, un transsexuel, un transgenre? Alors, transformiste déjà, et je veux mettre un peu dans le cadre aussi de la drag queen ou de la créature, c'est un métier. C'est un métier qui demande beaucoup de pratique, enfin beaucoup de technique, beaucoup de savoir-faire, c'est rien d'autre. Les gens qui font du transformisme sont des imitateurs visuels, comme il y a les sosies ou les imitateurs vocaux, comme au cinéma ou au théâtre, d'exploiter, en fait, on retransmet exactement la même chose, sauf que grâce au maquillage, grâce aux perruques, aux costumes, on va s'identifier à une vedette connue. Donc ça ne reste réellement qu'un travail d'acteur. Parce que le soir, quand tout est terminé, que ce soit, il y a des garçons et des filles, voilà, qui font ce métier. En règle générale, les garçons font des rôles de filles et les filles font des rôles de garçons, et vice-versa. Hein, il n'y a pas d'identité propre par rapport à ça. Une fois que le spectacle est terminé, tout le monde se démaquille et on redevient, voilà, on redevient des personnes lambda. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est réellement un travail et qui demande même beaucoup de travail pour arriver. C'est de l'art. C'est de l'art, complètement. Parce que honnêtement, voilà, il y a des heures de boulot derrière qui sont assez incroyables. Les travestis, pour moi, je ne l'ai jamais été. Hein, je suis transformiste depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant. Il y a pour moi 2 catégories de travestis. Il y a la première, souvent ce sont les gays qui s'amusent parce que ça fout une ambiance de dingue dans une soirée, parce que voilà, ça va avoir plein de monde autour d'eux. Ça fait rire. Ça fait rire, ça fait la fête, voilà, ça séduit aussi quelques hétéros, alors que les gays entre eux, s'il y a un travesti, ils vont pas courir après. Mais du coup, s'il y a des hétéros dans une soirée, ça va les interlocuter un petit peu, enfin voilà, ça va les troubler un peu, et ils en jouent beaucoup, donc du coup, ça crée une ambiance vraiment de fête, de drôlerie, et il y en a des très très beaux, mais encore une fois, ceux-là, pareil, quand ils rentrent chez eux, ils enlèvent leur perruque, leur faux sein, leur robe, et le lendemain, ils sont pas rasés, ce sont des garçons, voilà. Chose qu'on a rarement dans le côté féminin, il n'y a pas de travesti fille, hein, voilà. Après, il y a les autres travestis, une autre catégorie de travestis, et ça s'adresse aux hétéros, parce que, alors, là, dans cette sous-catégorie, j'en mettrai 2, il y a ceux aussi qui vont faire la fête,
un match de foot, par exemple, ou une soirée pour rigoler comme ça, on va se mettre une perruque à 2 euros achetée dans une tirette, voilà. Pour faire la fête, encore une fois, parce qu'on a un événement à fêter, parce que c'est rigolo de se moquer un petit peu des travestis, parce que voilà, ça fait rire aussi tout le monde. Et puis, il y a toujours chez ces hétéros, alors je vais pas forcément me faire que des amis, mais pour en avoir rencontré quand même plusieurs, j'ai quand même bientôt 50 ans, oui, dans quelques mois, j'ai 50 ans. J'ai vu quand même pas mal de choses dans ma vie et j'ai vu quand même pas mal de fois des garçons hétéros qui étaient mariés, voilà, qui avaient des vies tout à fait normales, qui exploitaient, qui avaient envie d'exploiter ce côté féminin en eux. Alors lors de soirées, ben on les voit arriver avec un petit sac. Et puis discrètement, ils se mettent une perruque, un coup de rouge à lèvres et une robe. Et là, c'est un autre univers pour eux. Enfin, je pense que quelques hommes ont besoin qui ont des vies tout à fait... et je ne porte pas de jugement, chacun fait encore ce qu'il veut, mais et heureusement du reste. Mais voilà, quelques hommes ont besoin d'exploiter un peu cette part de féminité de temps en temps pour voir ce que ça fait. Je pense que, encore une fois, la société ne veut pas voir ça parce que on se fait tout un tas d'images. Et du reste, on a une mauvaise image du travesti du bois de Boulogne. Il faut quand même savoir, hein, faut quand même savoir que des travestis au bois de Boulogne, il n'y en a pas. Il y a pratiquement, alors il y a peut-être une très petite minorité, mais il y a quand même beaucoup de transsexuels, ou transgenres en tout cas, quelques femmes aussi. Alors il y a des femmes, hein, voilà, il y a des femmes transsexuels, transgenres et très très peu travestis parce que on se fait cette image du travesti du bois de Boulogne, mais honnêtement, c'est complètement désuet, c'est complètement. Enfin, c'est dépassé, c'est d'un manque de respect complet, c'est d'une méchanceté incroyable. D'abord, si elles sont là-bas, c'est qu'il y a une bonne raison, et elles le font pas forcément pour le plaisir, elles le font parce qu'elles ont besoin de vivre, de manger, voilà. Il y en a quelques-unes qui le font par choix. C'est encore une fois, chacun est libre de faire, mais les trois quarts, pour les avoir côtoyés un peu, à 18 ans, après avoir vu Kim Marlowe, justement, euh, je me suis retrouvé à Paris et j'ai eu mon premier traitement hormonal sauvage, complètement sauvage. Il y avait un protocole à l'école, à l'époque, à Paris. Donc un protocole, c'est une équipe pluridisciplinaire de médecins avec psychologues, psychiatres, endocrinologues, chirurgiens, voilà, et c'est eux qui décident, hein, voilà, qui vous sondent, si on veut se faire, si on est dans l'idée en tout cas, d'être dans un changement de sexe, on est d'identité de sexe, hein, voilà, on est donc obligé de passer par ce protocole. Aucune clinique en France ne peut être amenée à pouvoir vous faire une opération de ce genre, hein. C'est un cadre bien particulier. Et à l'époque, ça existait déjà, mais il fallait avoir 26 ans. Et moi, j'avais 18 ans, 19 ans. Donc, comme beaucoup de filles, hein, beaucoup de transsexuels et transgenres, puisqu'à l'époque, j'étais donc devenue une transsexuelle, partait à l'étranger donc pour avoir ces sommes. C'était plus de 15 000 euros à l'époque, hein, pour aller se faire opérer en Angleterre. La Thaïlande n'existait pas, on n'en parlait pas en tout cas. Et du coup, le seul moyen pour arriver à avoir de l'argent, c'était la prostitution. Parce que, on fait quoi? Protocole, il fallait avoir 26 ans. Si vous faisiez le trottoir, vous rentriez pas. Si vous étiez trop vieille, à partir de 50, 45, je crois 45 ou 50 ans, je ne sais plus trop, on rentrait plus non plus dans le protocole. Donc c'était très fermé, hein, très. C'était pas comme à l'époque d'aujourd'hui, on parle un petit peu, il y a plein de films à la télé, on parle de plein de choses, on mélange un peu tout aussi. Voilà, mais pour le coup, à l'époque, c'était très compliqué, très difficile. Et il y avait quand même beaucoup de filles qui faisaient ce métier pour pouvoir essayer d'être un peu heureuses et à un moment pouvoir entamer leur changement. Mais toi, t'as pas voulu J'ai pas faire ce pu. métier, t'as essayé. J'ai essayé une T'as fois et demandé j'ai de pas pu. l'aide à tes parents. C'est en descendant, ouais. Du coup, j'avais plus rien pour. J'étais complètement perdu. On finit de tomber dans le trou, hein. Le trou, en fait, à l'âge de 16 ans, il plonge, voilà, il se creuse. Il creuse de plus en plus. Et j'ai demandé à mes parents, ouais, je pouvais plus manger, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien, je trouvais pas de boulot. Le protocole voulait pas de moi parce que j'avais 20 ans. Donc c'était compliqué. Je faisais quoi? Voilà, c'était. Donc je suis retourné chez mes parents à Orléans et pour le coup mes parents m'ont dit quand ils m'ont vu arriver, j'avais à nouveau mes cheveux longs, j'avais à nouveau, j'étais une fille, voilà, j'avais des petits seins, enfin, voilà, j'étais hormonée donc. Et mes parents m'ont dit bah non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils revenaient de Guyane et ma mère, j'ai sauté sur l'occasion pour aller les retrouver
Et chercher de l'aide surtout, poser ces questions, questionnement, pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver là, d'être pas bien dans mon corps, de savoir que c'est ça dont j'ai besoin pour me sentir bien dans ma peau? Mais personne, encore une fois, personne ne m'écoute. Personne ne... Et eux, les premiers, ne m'ont pas écouté. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit, bah tu choisis ou tu redeviens un garçon et tu te plies aux règles ou bah tu pars de la maison. Tu l'as vécu comment? Ah, je l'ai vécu comme un drame. Mes propres parents d'entendre ma souffrance. Seul. Que tu exprimais depuis déjà des années. Depuis des années. Seul. Mes parents qui, pour moi, étaient des parents très ouverts, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Mais depuis des années, ça commençait sérieusement à devenir conflictuel. Pourquoi vous ne m'entendez pas là? Pourquoi? Tu vois bien que c'est pas ça, c'est pas moi. Le garçon, il est pas là, tu le vois pas. Enfin, moi, je le voyais pas, c'était pas possible. Roxane, qu'est-ce que tu ne supportes pas que l'on te pose dans ton quotidien comme question par rapport à ton identité? Par rapport à mon identité, quand on me dit si je suis transsexuel ou transgenre, pour moi, je suis ni l'une ni l'autre. Pour moi, je suis une femme. Et aux yeux de la société, je suis une femme. Dans les yeux enfin, dans les papiers du tribunal, dans tout ce que vous voulez, je suis une femme. D'abord, j'ai été opérée. Je fonctionne comme une femme. J'ai exactement la même chose. Et mon extrait de naissance, c'est quand même un juge, hein, passe au tribunal avec des avocats. C'est quand même donc la fonction suprême qui a décidé, qui a donc ordonné, qui a jugé, qui a mis en valeur que j'étais bien une femme. Et c'est le quatrième objet que tu as amené, et pas des moindres, parce que c'est ta pièce d'identité, je sais à quel point elle est très importante pour toi. C'est ça, ma carte d'identité, parce que tout simplement, j'aurais pu mettre ma carte de sécu aussi, parce que ce sont deux éléments importants, ou mon livret de famille, mon extrait de naissance en tout cas, puisque cette mention, après avoir subi une vaginoplastie, donc un changement de sexe complet, d'être passé devant des psys, voilà, d'avoir eu tout ce parcours extrêmement difficile qui a duré... alors j'ai eu beaucoup de chance, il a duré 2 ans. En règle générale, ça dure 5 ans. Moi, il y avait un état d'urgence qui était un peu important. Pour le coup, après ce changement de transformation de bloc opératoire, qui a été extrêmement douloureux, enfin voilà, mais qui a été très bien encadré, en tout cas, la fierté dernière, ce qui peut justifier cette reconnaissance, c'est sur cette mention sexe où il y a un F dessus. Sur mon extrait de naissance, il est marqué que je suis née fille en 71. Et ma carte de sécurité sociale où il y a un numéro 2 dessus. Et ça, c'est la reconnaissance suprême par rapport à cette transformation, par rapport à le fait que je sois une fille, une femme, parce que pendant des années, on a pu mettre en doute que je n'en étais pas une, et pour moi, je le savais depuis le départ que j'en étais une. J'ai pas eu la chance de naître dans le bon corps, c'est tout. Que réponds-tu, Roxane, aux personnes qui ne vont pas entendre ni comprendre ce discours et te dire ou commenter en te disant « tu es né dans un corps de garçon, tu es transsexuel, tu n'es pas une femme ». Non, je ne peux pas être transsexuel parce que le transsexuel, pour moi, c'est comme un transport. C'est comme un trajet, en fait. C'est une transformation. Voilà, ça me porte bien son nom, transsexuel. Transgenre, c'est à part. Hein. Les transgenres, c'est celles qui sont, ou ceux, hein, parce que ça marche dans les deux sens, c'est ceux qui sont, qui ont vie, qui n'ont pas une grosse problématique avec leur corps de départ, qui sont souvent transformés en enfin transformés, qui s'arrangent, voilà, qui ont souvent un traitement hormonal, une poitrine, qui vivent en femme les 3 quarts du temps, mais qui n'ont pas de problème avec leur corps de garçon, de pénis en tout cas. Donc qui ont leur pénis. Voilà, on va dire les choses comme il se doit, qui ont un pénis. En l'occurrence, une fille comme moi, ce truc qui était entre mes jambes, hein, voilà, on va dire comme ça, n'avait rien à faire sur mon corps. C'était un dégoût complet, c'était une horreur, c'était même pour dire, c'est le coup mais je me suis atrophiée 2 fois, enfin, voilà, pour l'enlever, moi toute seule. Tu te mutilais? Je me suis mutilée, oui.
Oui, atrophié, mutilé, pardon. Je me suis coupé à coups de ciseaux pour l'enlever. En même temps que je me suis donné 50 coups de lame de rasoir sur les veines parce que c'était insupportable de supporter ce corps. Il faut bien comprendre que ce corps n'est pas à nous, c'est pas le nôtre. C'est comme si on avait une combinaison moulante. Quelqu'un qui avait une combinaison moulante, alors le vinyle par exemple, parce que c'est quelque chose qui est très, ou le latex, hein, qui est très collant, qui est très désagréable, qui est insupportable à porter, hormis pour les fans, mais c'est quelque chose qu'on a une seule envie, c'est d'arracher. J'avais envie d'arracher tout, comme dans les films de science-fiction où des fois on voit le corps qui s'en va. Ben, j'aurais aimé faire ça. J'aurais aimé faire ça. Parce que ce corps n'était pas à moi. Il n'avait rien à faire. J'avais rien à faire. Mon esprit n'avait rien à faire dans ce corps. Enfin, mon âme féminine, la façon de penser, la façon d'agir, la façon de tout. Tout moi n'avait rien à faire. C'est comme si on m'avait transplanté dans un corps qui n'était pas le mien. Enfin voilà, Alors, les transgenres n'ont pas ce problème. Pour moi, j'en connais quelques-unes, elles sont très à l'aise avec leur dualité en fait de fille-garçon. Elles sont souvent très magnifiques. Hein. Elles ont une apparence ultra féminine et elles ont encore un attribut masculin qui, voilà, et elles font ce qu'elles veulent, parce que je ne sais même pas en fait. Donc tu es en train de nous expliquer que de ton côté, quand on passe par l'étape transsexuelle, oui, c'est irréversible. Voilà, alors pour les transgenres, si un jour, voilà, peut-être qu'un jour, dans 10 ans, 5 ans, ou pas du tout, hein, après, vivront peut-être toute leur vie comme ça, la société veut aussi qu'on les libère de ça, enfin, qu'on les laisse vivre comme ça, et heureusement, je trouve que quand même c'est une très belle progression. À mon époque, enfin, quand j'étais plus jeune, peut-être qu'il y avait déjà des transgenres ou des transsexuels, mais là encore une fois, beaucoup ont peut-être fait des opérations et l'ont regretté. Moi j'en ai connu quand même quelques-unes qui se sont foutues la tête en l'air parce que elles n'étaient pas prêtes. Les résultats n'étaient pas non plus escomptés par rapport à ce qu'on peut faire maintenant, de la vaginoplastie en tout cas. Et peut-être qu'à l'époque, il y en a peut-être quelques-unes qui auraient voulu rester simplement des transgenres, sans se poser de questions. Sans qu'on leur pose de questions de savoir, parce que ça c'est très français aussi de savoir si on a été opéré, si on n'a pas été opéré, si dans beaucoup d'émissions que j'ai pu voir, bah, vous êtes opéré, comme si c'était important, c'est pas important. On ne demande pas à une femme ou un homme si il a un pénis ou un vagin. Enfin, on ne demande pas. Pourquoi nous, on nous le demande? Ça n'a pas forcément d'intérêt. Tu as la sensation qu'il faut éduquer perpétuellement? C'est ce que je fais. J'en parle ouvertement parce que je me dis que, voilà, les transgenres, peut-être qu'un jour, si elles ont envie, elles font enlever leurs prothèses, elles coupent leurs cheveux, elles redeviennent des garçons, elles redeviennent, ou des filles, hein, chez les filles qui deviennent des garçons, c'est à peu près la même chose. Certaines se font juste enlever leur sein et gardent un utérus, un vagin. On a eu le cas, il n'y a pas très longtemps, du premier homme enceinte. Non, c'est simplement une transgenre, un transgenre, pardon, qui a eu la possibilité d'avoir un enfant. Un homme normalement constitué ne peut pas, évidemment. Alors, ça, c'est transgenre. Voilà, ça, pour moi, c'est transgenre. C'est cette identité. Du jour au lendemain, ce garçon peut se refaire mettre des seins, peut redevenir la femme qu'elle était au départ, ou rester l'homme qu'il est devenu maintenant, on peut dire. Ou une transgenre qui était un garçon avant, devient une femme, enfin, en tout cas, extrêmement féminine et une femme, si on ne s'occupe pas de ce qui se passe en dessous, et ça ne regarde absolument pas, de quel droit on pose cette question, et d'un autre côté, du jour au lendemain, peut redevenir sur marche arrière. Or, pour ça que la transsexualité, elle est importante, et de bien préciser, de bien comprendre, le point duquel je suis parti était d'un point M pour en faire un point F. Après 2 ans de démarche, 2 ans d'opération, 2 ans de tout ce qu'on veut, de parcours du combattant, 3 années avec le changement d'identité, mon point F est arrivé au bout, et plus jamais, mais plus jamais, je ne pourrais redevenir ce que j'étais avant. C'est une conviction. Ah, c'est pas une conviction, c'est qu'on ne peut pas. C'est même pas. Alors, eh bien, j'ai envie de dire, bien heureusement, et oui, heureusement, parce que jamais, au grand jamais, je ne referai le marche arrière, jamais. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, je regrette je regrette de ne pas avoir eu cette chance de naître dans le bon corps.
J'aurais pas eu affaire à tout ça. J'aurais pas eu à me justifier encore aujourd'hui. En tout cas, je me justifie pas. J'essaie de faire passer un message sur les explications différentes des choses et que c'est faisable et qu'on peut le faire. Mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'ai mérité mon titre de femme, comme n'importe laquelle. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, enfin, même une connaissance qui m'a dit que la gentillesse de me dire ouais, mais tu seras jamais une femme parce que tu peux pas avoir d'enfant. Alors, j'ai pas trouvé ça très sympa. Je milite un peu aussi pour la cause féminine, évidemment, puisque j'en suis une. Et je me dis quand même, il y en a quelques-unes, elles sont un peu garces, méchantes de fond. Beaucoup de femmes ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement non plus. Alors effectivement, j'ai pas d'utérus, mais j'ai un vagin, j'ai un clitoris, j'ai la même chose, hein, sans rentrer dans des détails, voilà. Mais l'opération, elle est à l'identique, enfin, en tout cas, le résultat est à l'identique. Effectivement, je peux pas avoir d'enfant, mais ça fait pas moi une femme. Je le dis bien, ça ne fait pas de moi une femme qu'une autre. Dans une démarche de compréhension, ça consiste en quoi, Roxane, une vaginoplastie? Eh bien, c'est une opération qui dure 6 heures, ouais, 6 heures, où on fait une ablation. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire marche arrière. Il n'y a, plus rien. Enfin, l'appareil reproducteur mâle qui était de naissance sur ce corps qui était le mien a été enlevé à tout jamais. Il a disparu. Il est parti à la poubelle. Où je le dis avec beaucoup d'humour. Une partie est restée dans un bocal, mais voilà. Mais non, ça a été enlevé. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on ne pourra plus jamais faire marche arrière. Et ce moment où cette opération est faite de reconstruction, c'est une reconstruction. Hein, c'est quelque chose qui est long après en rééducation, puisque si on veut que ça fonctionne. Mais en tout cas, cette opération, c'est le point de départ d'une nouvelle vie. Enfin, même pas d'une nouvelle vie, c'est le point de départ de sa vie. Enfin. Premier réflexe, c'est d'avoir levé les draps, de regarder si c'était fait. Et c'était fait. Et c'était... On m'a enlevé de cette prison. Cette combinaison à latex, on me l'a enlevée. Voilà, elle était finie, elle était partie. Et donc, pour moi, j'étais enfin moi. Cette opération de transition définitive, je me doute que ça a été enfin, c'était quelque part ce que tu avais toujours attendu. C'était un moment très important pour toi, Oui. Mais ça l'était aussi pour ta famille, pour ton entourage, pour cette maman qui t'accompagnait. Oui, maman, elle m'a fait le plus beau des cadeaux parce que autant 20 ans auparavant, elle n'avait pas compris, que 20 ans après, à force de me voir malheureuse, à force d'avoir... Je pense que je lui ai fait peur énormément quand j'ai voulu me supprimer. Elle a eu peur de perdre son enfant, je pense qu'elle a commencé à avoir un déclic. Il y a eu l'étape avec mon père, donc on a réussi à en parler après, quand même 15 ans après. Du reste, au moment où j'ai appris qu'il était mort, il y a à peu près une dizaine d'années, et là, en fait, tout a ressurgi, puisque moi, encore une fois, pour faire juste une parenthèse par rapport à ça, je m'attendais que sur son lit de mort, il ait des regrets. Et j'ai même pas eu de lettre, j'ai rien eu. Comme si j'avais jamais existé. Mais j'ai jamais existé, voilà. Par rapport à tout que j'avais vécu, il fallait encore boucher les trous des douleurs, des souffrances, voilà, blessés, tout ça. Et à ce moment-là, on a pu parler avec maman, et elle a compris que c'était effectivement bien ça, ma problématique de vie. Que j'étais pas du tout heureuse, que j'étais quelqu'un de profondément meurtri au fond de moi. Complètement quelqu'un d'introverti. Je n'existais que sur scène. On me le disait souvent, qu'est-ce que tu peux être différente sur scène de ce que tu peux être dans la vie de tous les jours? Ce qui nous amène au 5e objet que tu as préparé. Le cabaret. Le cabaret. Ouais, le cabaret. Alors tu nous as pas amené le cabaret. Hein. Non, j'ai pas pu. J'aurais pas pu rentrer. Mais j'ai amené, voilà. Voilà, ce dont je suis fier d'avoir, encore une fois, créé. C'est ton cabaret, hein. C'est mon cabaret, oui, que j'ai eu, que j'ai depuis. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, il existait déjà. J'étais salarié de danse, qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, encore une fois, de pouvoir être moi-même sur scène et de jouer ce rôle de garçon. Parce que la société, encore une fois, veut voir ça, mais on peut vivre différemment. Donc, encore une fois, voilà, et maman qui venait régulièrement me voir, qui m'a fait donc ce plus, juste pour faire la parenthèse, elle m'a fait ce plus beau cadeau parce qu'elle elle m'a vu, elle m'a accompagné quand elle a su quand j'allais être opéré, la date, elle m'a dit je t'accompagne, je t'accompagnerai le jour de ton opération. Il y avait du reste
mon ami de l'époque, qui est mon associé, ma sœur, ma mère, voilà, qui était dans ma chambre, et maman qui m'a vu partir au bloc opératoire, qui a complètement adhéré. Et du reste, quelques temps avant, je lui avais dit, mais tu as peut-être besoin de voir quelqu'un pour parler de tout ça, parce que le jour de ton opération, je suis pas sûre que j'ai vraiment envie de te voir pleurer ou te voir souffrir. Le petit garçon que tu as mis au monde il y a 45 ans va disparaître à tout jamais, même si au fond, c'est la même personne. Mais en tout cas, le genre, enfin voilà, le bloc de ce corps de garçon va disparaître à jamais. Tu auras une fille, tu auras donc 2 filles. Est-ce que tu es prête? Elle m'a dit oui. Oui, oui, pas de problème. J'adhère, j'ai compris. Je suis avec toi. Voilà. Et j'ai une mère qui est formidable pour le coup. Quant au cabaret, c'est peut-être lui qui m'a aussi beaucoup aidé parce que quand j'étais obligé d'arrêter à l'âge de 20 ans, ma transition, j'ai été obligé d'aller à l'armée. C'était obligatoire à l'époque. Faire mon service, hein, pas faire les 3 jours, faire mon service. Et comme je sortais d'une tentative de suicide très importante, que j'étais complètement au fond du trou, j'ai eu la chance de tomber le jour même, quand je suis arrivé, chez les médecins militaires, qui ont tout de suite vu que voilà, c'était pas ma place. Et je suis resté une semaine avec eux, on a beaucoup parlé. Bon, j'avais des marques très fraîches sur mes bras, voilà, de coupure. Et j'ai été voir là mon premier psychiatre en fait, qui a tout de suite mis le doigt sur tout ça, qui a tout de suite compris, et qui m'a dit, eh bien je l'ai vu 3 fois, qui m'a dit vous devriez d'abord construire votre vie, vous solidifiez votre vie, vos choix vous les ferez après, vous ne devrez rien à personne comme ça. Construisez votre vie, faites-vous votre vie, protégez-vous et vous pourrez faire vos changements une fois que vous ne devrez plus rien à personne. Donc tu avais conscience qu'il fallait quelque part faire ce que la société attendait de toi avant de pouvoir te sentir libre. J'ai pas fait ce que la société voulait de moi. Je suis resté ce garçon que la société voulait voir. Oui. Ma famille, les gens autour, mon boulot, mes amis. Tout en gardant ce projet en tête. Et du reste, personne ne l'a su, je ne l'ai annoncé qu'à partir de mes 40 ans. Est-ce que c'est ce qui t'a fait tenir? Est-ce que c'est ce projet, quelque part, ce cabaret aussi, qui te permet aujourd'hui d'être qui tu es vraiment? Le cabaret m'a aidé pendant toutes ces années, en tout cas, à être moi sur scène et à pouvoir tenir le coup la semaine dans ce rôle de garçon que la société voulait voir. C'était plus facile, plus honorable, et non conflictuel, encore une fois. Hein, on est bien d'accord. Je suis comme ça parce que vous voulez voir ça, mais au fond de moi, je ne suis pas ça. Sur scène, oui, je suis moi. Voilà, voilà. Et puis, à partir du moment où j'ai acheté le cabaret dans lequel on était salariés, enfin, j'étais avec mon ami, on a acheté tous les deux le cabaret dans lequel on était. Il a fallu avoir des emprunts auprès de la banque et tout. Alors, évidemment, si j'avais été transsexuel, ça n'aurait pas marché. Si j'avais été aujourd'hui, effectivement, j'ai un compte en banque avec madame dessus, j'ai tous mes papiers, effectivement, j'aurais pas de problème pour recréer quelque chose. Mais à l'époque, j'étais un garçon, donc si j'avais eu cette identité de transsexualité, transsexuelle, en tout cas, ça aurait posé un gros problème. On m'aurait dit non, enfin voilà, on m'aurait pas financé. Du coup. C'est important, hein, c'est important parce que de se camoufler pour que, encore une fois, pour mentir à cette société parce qu'elle veut le voir comme ça et pas autrement. Parce qu'elle a un peu des œillères et que il y a d'autres pays, Dieu sait, où c'est beaucoup plus simple, mais ici, on est un peu comme ça. Et une fois que tout a été payé, une fois que tout a été fini payé, j'ai pu entamer ma transition. Et pour ça qu'elle a été très vite, parce que, en fait, le psy référent de Lyon m'a dit, eh vous avez tout. Vous êtes installé. Je suis installé professionnellement, je suis socialement entouré, familialement entouré, il me manquait rien. Et j'étais prête à cette opération. C'était le but pour moi. J'étais un garçon jusqu'à 43 ans de ma vie, et du jour au lendemain, il y a des gens qui n'étaient pas au courant, m'ont dit, mais on ne pensait pas. Ils m'ont vu, même certains, j'en ai pas parlé, ils m'ont vu changer, et mais tu fais quoi? Ah bah, incroyable. Et après, le côté le plus beau aussi que j'ai pu entendre, c'est qu'est-ce que tu rayonnes, qu'est-ce que tu existes, qu'est-ce que tu es vivante. Parce que si j'avais pas fait ça, aujourd'hui on se parlerait pas, c'est certain. Juste, oui. Je peux te demander pourquoi Roxane? Ah oui. Pourquoi Roxane? Parce que j'avais un premier prénom de transition, encore une fois. Pour moi, dans la transition, il y a eu des choses qui étaient très importantes.
mon premier prénom qui était lors de cette transition sur ces 2 ans a été Eva, qui est devenu du reste mon 2e prénom, hein, parce que j'ai eu le choix. Et le premier prénom, en fait, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit à l'époque, maman, si tu avais une fille, comment tu l'aurais appelée? Elle m'avait fait un super cadeau d'être là près de moi. C'est le plus beau cadeau, elle m'a soutenu, même dans les moments difficiles après l'opération, parce que c'est très douloureux, enfin voilà. Et elle m'a dit, bah écoute, je t'aurais appelé comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et du coup, sur les 3, le premier me plaisait pas du tout, et le 2e, c'était Roxane, donc j'ai dit, bah écoute, ça me va très bien. C'est beau, c'est aussi un beau cadeau que tu lui as fait. Oui, je pense. En Enfin, retour. si elle avait une fille, elle m'aurait peut-être pas appelé Roxane au départ, mais je l'aurais eu en 2e prénom. Donc comme j'avais le choix, et le premier me plaisait vraiment pas du tout, ça me correspondait pas. Et comme je suis aussi sensible, quand on regarde la définition du prénom, elle me correspond à 90%. Et enfin, Roxane, et je terminerai là-dessus cette Oui. interview pour devenir qui je suis. Qu'est-ce que la Roxane que tu es aujourd'hui dirait à l'enfant que tu étais? À l'enfant, je pourrais peut-être pas lui dire grand-chose, puisqu'un enfant, on doit le laisser libre d'évoluer comme il a envie d'évoluer. Euh, les pays nordiques sont bien plus avancés que nous. Les petits garçons veulent mettre une robe, ils mettent une robe pour aller à l'école. Les petites filles, elles veulent jouer au mécano, elles jouent au mécano, enfin à la mécanique ou au foot. Ou voilà, on est en train de tout ça. Voilà, on a des filles, une équipe de France de rugby, de foot, enfin voilà, de féminine en tout cas. On est en train d'un peu, c'est cliché, hein, tout ça. Laissez libre les enfants. Plus on les laissera libres. Avec une notion de respect, de tolérance, ils seront moins malheureux dans leur vie s'ils ont des choix. Il faut quand même savoir que ça touche 500 personnes en France. Par an, c'est pas rien. Ce questionnement de se dire à un moment, alors toutes ne vont pas forcément, ou toutes et tous, du reste il y a plus de filles qui deviennent des garçons que de garçons qui deviennent des filles, il faut le savoir hein, quand même. Mais sur ces 500 personnes, tous ne vont pas à une ablation des appareils génitaux, hein, ou de l'ablation, enfin en tout cas l'ablation des appareils génitaux. Il y en a qui s'arrêtent en cours de chemin, mais en tout cas il y a 500 personnes qui ont un jour ce questionnement, ce mal-être en eux qui est plus poussé. Alors qu'on laisse les enfants libres dans leur tête, libres de ce qu'ils ont envie de faire, je pense que ça c'est le plus beau. Et puis à un moment, hein, on commence à avoir des jeunes qui sont écoutés par leurs parents, qui à l'adolescence détectent, hein, il y a des pédopsychiatres qui détectent rapidement maintenant ce problème que j'ai vécu, puisque c'est un nom, ça s'appelle le syndrome de Benjamin. Hein, voilà. Et en fait, ils interviennent beaucoup plus tôt que ce on peut intervenir depuis des années, à se poser des questions, à devenir adulte, à avoir une vie de famille, et puis un jour de se dire non, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas, et de tout envoyer balader et de trouver la force de changer, parce qu'il faut quand même avoir la chance de changer. Alors il y a ces enfants, ces ados qui peuvent être écoutés dès maintenant, mais si on leur a laissé évoluer comme ils avaient envie, si on les a écoutés, je pense mais que ce soit ça ou que ce soit dans n'importe quoi, je pense qu'il faut écouter les enfants. Voilà. Après, j'ai envie de dire aux adultes, vivez votre vie. Donnez-vous les moyens si vous vous sentez pas bien dans quoi que ce soit. Donnez-vous les moyens. Ça touche pas que l'identité ou le genre. Ça touche plein de choses dans la vie. Si vous vous sentez pas bien, on a la possibilité de changer de vie. On a la possibilité d'être heureux, de se donner les moyens. Parfois, ça demande des combats difficiles. Parfois, c'est douloureux. C'est plein de souffrances. Et je vais dire un truc parce que j'ai fait un film il n'y a pas très longtemps qui va passer au mois de décembre. Je peux le citer, qui s'appelle Les Reines de la Nuit avec... bon, c'est sur le métier de transformiste, hein, ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais je fais une intervention dedans parce que Christiane Spiro, qui est la réalisatrice, a voulu me mettre un petit peu, voilà, pour expliquer encore une fois. Et je dis une très belle phrase. Quand j'étais très jeune, jusqu'à ce que je sois malheureuse pendant une longue partie de ma vie, j'ai voulu que ma vie soit très courte, j'ai voulu même me supprimer, je n'avais pas cette force. J'ai réussi à la trouver, mais honnêtement, parfois, je me disais, j'espère que ma vie sera... C'est difficile de se dire ça, c'est difficile de se dire, j'espère que ma vie, voilà, pas comme ça en tout cas. Et depuis plus de 5 ans que je suis devenue une femme, j'ai envie de dire une seule chose, c'est que ma vie soit la plus longue possible. C'est beau. Voilà, qu'elle soit... Si j'arrive à faire centenaire, je serai heureuse, voilà. C'est beau. Je m'attendais pas à cette fin. Je trouve ça magnifique. Merci pour ce partage.
Merci pour ton témoignage. Merci Roxane. à toi surtout. Maintenant, J'espère qu'on vraiment. aura fait passer un message. J'espère vraiment. Vous avez la barre de commentaires pour commenter bien sûr en toute intelligence cette interview de façon très constructive. Roxane, je me permets quand même d'inviter toutes les personnes qui passent par Orléans à venir te rencontrer, Avec à plaisir. aller à ta rencontre et celle de tes artistes. Ton cabaret, c'est le cabaret L'Insoliste. C'est un cabaret, un musical transformiste. Vous servez une cuisine traditionnelle française dans une salle tamisée, remplie d'ondes positives pour passer une soirée inoubliable et marquante. Et l'adresse, c'est au 14 rue du Coq Saint-Marceau à Orléans. Prenez tous soin de vous, restez positifs. Je vous embrasse fort. Merci Roxane. Merci à toi, merci à vous. Au revoir.